Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Pendant un peu moins d'une heure, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. Alors au programme aujourd'hui, je vous lis le menu, des mesures sanitaires durcies, des codes éco à répétition, des classes fermées, des parkings hors de prix, des taxis et des LVC en colère et des sans-abri qui dorment encore et encore dans la rue. Pour en parler, deux invités politiques que vous découvrirez dans un instant, mais aussi deux experts. Paul Germain, journaliste Europe qui présente Station Europe sur BX1 et chargé des affaires européennes sur TV5. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Sylvie Losberg, présidente du Conseil des femmes, historienne, directrice locale. Bienvenue. Alors, le gouvernement bruxellois a vacillé cette semaine. Alors, pas spécialement à cause du Covid, on en parlera tout à l'heure, mais plutôt sous les coups de boutoir des taximens, des chauffeurs de limousine, d'Uber, de la justice et même du PS bruxellois. Alors, avalanche de textes et d'ordonnances sur le bureau du Parlement, c'était vendredi, et action escargot dans Bruxelles. Jeudi matin, c'était au tour des taximens de faire des escargots, Marie-Noëlle Didan et Yannick Van Gansbeek. Concert de klaxons, blocage du rond-point Schuman et d'autres endroits de la ville, à la veille de l'examen du texte au Parlement bruxellois qui permettrait aux chauffeurs Uber de reprendre leur activité de manière transitoire, la colère des taximans ne retombe pas. 4 partis de la majorité soutiennent le texte, mais pour le secteur, c'est un coup de poignard, contraire à la décision de justice. Est-ce qu'on va s'en sortir si à chaque fois qu'une multinationale est condamnée, on a des élus qui se réunissent en urgence pour voter une ordonnance permettant de contourner cette décision de justice? Des taximans qui ne sont pas contre une solution temporaire pour les chauffeurs Uber, pour autant qu'elle respecte la légalité et mette fin à la concurrence déloyale. Ça fait 7 ans qu'on est tous en train de crever, ça fait 7 ans que mes collègues qui ont des plaques et qui ont des familles à nourrir, ça fait 7 ans qu'ils sont là en train de ramer, que notre chiffre d'affaires a diminué de plus de 70%. C'est dans ce contexte très tendu que le gouvernement s'est réuni ce matin, avec un parti socialiste isolé face aux 4 autres partis et un ministre-président sous tension qui dit plancher sur un texte susceptible de rassembler toute la majorité. Le gouvernement bruxellois continue ses travaux pour trouver une solution temporaire qui réponde à la situation des chauffeurs qui utilisaient l'application suspendue et qui réponde au mieux à l'ensemble des décisions de justice. Une délégation des taximans a été reçue au cabinet. Mais clairement, la méfiance reste de mise. Nous ne rompons jamais le dialogue, mais en tout cas la confiance est solidement ébranlée. Quand la justice décide et que le législateur détricote la justice, il n'y a plus de confiance. La méfiance s'installe. Et demain, d'autres actions de blocage sont d'ores et déjà annoncées. Pour les taxis, justice, justice, pour les taxis. Alors là, on vous a épargné évidemment la manifestation des chauffeurs LVC. Donc ici, c'était les taximens. Et finalement, le gouvernement a décidé de trouver un texte paradras. Et on verra bien ce qu'il en sera la semaine prochaine. Alors, que pensez-vous de cette situation et comment ça se passe peut-être ailleurs en Europe, Paul Germain? D'abord, en tout cas, à Bruxelles, le problème, c'est qu'on a laissé entrer le loup dans la bergerie. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué de le faire sortir. On peut jouer les vertueux. On peut dire qu'effectivement, Uber abuse socialement des travailleurs, des chauffeurs. Mais d'abord, sur le plan humain, il faut dire que beaucoup de ces chauffeurs, ils n'ont pas le choix. Ils font ça parce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire autre chose. Mais au niveau européen, il faut dire que l'Union européenne autorise les pays, les États à pousser Uber dehors, à refuser les activités d'Uber en disant bon voilà, c'est une activité illégale, un exercice illégal de l'activité de taxi. Et ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne a lancé il y a quelques mois une grande consultation à travers les 27 pays européens avec les interlocuteurs sociaux sur cette question d'Uber. Et on attend le verdict incessamment sous peu et il est probable que l'Union européenne oblige Uber à salarier ses travailleurs, à salarier les chauffeurs, ce qui va bouleverser tout le contexte économique, le modèle économique d'Uber. Et vous, Sylvie Losberg, quelle est votre analyse de cette situation où finalement ça fait des mécontents partout, les utilisateurs, les chauffeurs, tout le monde a l'air très mécontent?
Oui, et c'est étonnant parce qu'on a déjà eu l'occasion de discuter de cette question ici même. Et je me rappelle qu'un chauffeur de taxi me disait, mais en fait, on est complémentaires. Et il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui font aussi Uber. Donc, l'idée, c'était plutôt de mettre en place un cadre dans lequel tout le monde peut se retrouver. Et c'est ce qu'on attend, évidemment, du texte. Taxi. Oui, on attend depuis 7 ans. On l'attend depuis très longtemps. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand même ces bisbrouilles au sein du gouvernement bruxellois. Ça donne une image quand même qui est peu glorieuse de la façon dont la politique se mène. Avec, cette ordonnance Paradra, j'adore toujours les néologismes bruxellois, c'est formidable, je trouve. Mais aussi quand même un gouvernement qui renvoie au Parlement quand il n'a pas envie de trancher. C'était le cas pour les signes convictionnels ou l'abattage rituel. Ou alors il renvoie à la conférence des présidents. Et ici, il arrive un peu en trop tard, parce qu'on voit bien qu'il y a une ordonnance qui vient de l'opposition, ou en tout cas de plusieurs partis qui ne sont pas le PS. Et je pense que même il y a une majorité alternative qui se dessine. Donc tout ça, c'est pas je trouve que la gestion de cette crise, elle montre quand même qu'on est dans une forme d'attentisme et on ne prend pas les problèmes à bras-le-corps. Et ça, je pense que c'est vraiment délétère. On va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques, parce que ce sont tous les deux chefs de file, mais de partis de la majorité régionale, et ils sont chefs de file de la majorité communale dans leur commune, un échevin socialiste, une échevine écolo, l'un qui travaille avec un bourgmestre écolo et l'autre, évidemment, qui travaille avec un bourgmestre socialiste. L'un est d'Ixelles et l'autre est de Saint-Gilles, qu'ils entrent. Bonjour à tous les deux. Catherine Moranville est échevine écolo à Saint-Gilles, en charge de la mobilité, de l'urbanisme et de l'égalité des chances, entre autres. Je passe tout le reste. Romain Dereume est échevin socialiste à Ixelles, en charge de l'instruction publique, du personnel et du sport, entre autres. Lui, il y a un petit peu moins, mais il y a quand même entre autres aussi. Alors, on va commencer par Catherine Moranville. Vous êtes la première entrée. Est-ce qu'il y a effectivement un risque pour la majorité gouvernementale, quand vous voyez ça, vous, de votre commune, un risque avec ce dossier des taxis et des LVC? Est-ce qu'il y a un risque de fracture au sein du gouvernement ? Un risque, non. Je crois que personne n'a envie de sortir de l'attelage. Alors maintenant, oui, on a connu une séquence un peu... C'était un peu le psychodrame cette semaine et personne, je pense, n'en sort grandi. Je pense qu'on a eu droit ici, dans cette séquence, à un PS pour le moins divisé sur la question. On voit bien la partie avec le ministre-président qui essaye de composer avec une autre partie du PS... qu'on va qualifier la partie Ahmed Lawesh avec Jamel Kasban, Ridouane Chahid, très proche du secteur taxi, et un ministre-président qui, lui, doit faire avancer son accord de majorité, dans lequel il y a ce plan taxi. Et ici, manifestement, le ministre-président a été un peu doublé par une partie du PS. Je pense que maintenant, c'est l'heure de pacifier tout ça, et c'est le cas. Il y a une réunion de gouvernement hier qui, manifestement, s'est bien passée, où tout le monde s'est mis d'accord autour de la table. Ils avancent sur le plan taxi. Il y a eu une première... il est passé en première lecture, et maintenant, il s'agit de travailler à cette ordonnance. C'était l'ordonnance Paradra qui était l'ordonnance une certaine partie de la majorité, et qui devra être maintenant une ordonnance de majorité, et toute la majorité, on insiste, parce que personne n'a envie qu'il y ait une majorité alternative, qui sera une ordonnance qui permet de rassembler tout le monde et de trouver une solution temporaire en attendant que l'ordonnance sur le plan taxi. Ça devrait être très rapide, puisque ici, normalement, l'ordonnance va devoir être, ce qui est l'ordonnance Paradra qui est sur la table, elle va être discutée le 10 décembre. Donc, en principe, la décision du gouvernement devrait intervenir avant... le texte du gouvernement devrait intervenir avant le 9 décembre. Et voilà, ça est toute la difficulté maintenant d'arriver à trouver un compromis autour et de pouvoir régler, à la fois se conformer à ce qui a été décidé par la justice et de retrouver un statut qui soit clair pour tout le monde et qui mette Uber sur le même plan que le secteur taxi, et auquel Uber va devoir se conformer. Alors, Romain Dereume, dans quel clan du PS vous trouvez, le clan taxi ou le clan du ministre-président? Si vous êtes d'accord avec ce que dit Catherine Moranville. Bonjour Jean-Jacques Deleu d'abord. Moi je réfute en fait
l'analyse qui est celle d'une dissension au sein du Parti socialiste. Je ne crois pas du tout que ce soit correct par rapport à la réalité des choses. Il y a, sur le fond du dossier d'abord, la nécessité d'avancer et de travailler sur un plan taxi. Celui-ci a été déposé sur la table. Ça c'est fait, c'est réglé. Oui, ça a pris 7 ans, mais c'est réglé. Oui, Rudy Vervoort est en charge depuis les dernières élections, depuis 2 ans, de ce plan taxi, et il a avancé, il a déposé un texte sur la table du gouvernement bruxellois, dont l'avant-projet d'ordonnance a été adopté hier. Donc là-dessus on avance, et puis il faut trouver une solution provisoire suite à la décision de justice qui a été prise pour le statut de ces chauffeurs. Et en fait, la dissension, elle se situe plutôt à ce niveau-là, pas au sein du Parti socialiste, mais au sein de certaines personnes qui ont voulu courir derrière une proposition d'ordonnance dite sparadrap qui, en fait, répond aux demandes de Uber, tout simplement. Ce qu'on avait compris, c'est que le ministre-président était d'accord de trouver une solution transitoire. C'est très et important que d'autres membres du PS n'étaient pas d'accord. Alors, où vous situez-vous? Alors c'est très important de trouver une décision transitoire. C'est très important de trouver une solution transitoire. Là-dessus, le PS est aligné et souhaite trouver une solution transitoire qui réponde également aux impératifs du plan taxi et qui puisse s'inscrire dans la durée, dans le cadre du plan taxi. Parce que trouver une solution provisoire qui réponde strictement aux demandes d'un opérateur aujourd'hui, pour qu'après un plan taxi vienne la contredire, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc cette solution transitoire doit s'inscrire dans le même cadre que le plan taxi, et c'est le travail qui est réalisé. Là où il y a eu dissension, c'est lorsqu'un texte est déposé, appelé l'ordonnance sparadrap, et qui ne répond pas aux mêmes objectifs que le plan taxi. Je crois que c'est là qu'est la dissension, mais pas tant au sein du Parti socialiste donc, qui est aligné sur cette position-là. Pour être très concret, parce que là on parle peut-être un peu juridique et tout ça, mais les chauffeurs aujourd'hui de limousines et les utilisateurs de ces plateformes, quand est-ce qu'ils pourront encore utiliser ce type de plateforme sans nommer spécialement Uber, Which ou une autre? Ce travail appartient maintenant au Parlement régional bruxellois et au gouvernement. Et donc moi, je suis bien en peine de pouvoir me prononcer sur une date. C'est important qu'il y ait une solution transitoire rapide qui puisse être trouvée, mais qui consacre le droit des travailleurs, de tous les travailleurs, et qui ne s'inscrive pas dans la rencontre immédiate, pure et simple, des exigences d'un opérateur que l'on connaît, qui est Uber, qui ne respecte pas les droits sociaux, qui ne respecte pas les droits des travailleurs, et qui partout en Europe, ou en tout cas largement en Europe, est condamné aussi pour ces mêmes faits. Et donc il ne s'agit pas de lui donner un blanc-seing maintenant, il s'agit de s'inscrire aussi dans l'urgence, dans le cadre du long terme. On a entendu Catherine Moranville, les taximens, eux, ils disent il faut rien, il faut même pas de sparadrap, rien de transitoire. Mais ils veulent qu'on respecte la décision de justice, que je peux comprendre. Je pense que dans ce dossier, la justice a eu raison. Personne n'a envie de plébisciter le système Uber. Ça, je rejoins tout à fait mon collègue Romain Dereume là-dessus. Par contre, on n'a pas envie non plus de voir... Alors, on parle de 2000, je pense qu'on doit relativiser les chiffres. On n'a pas vraiment les chiffres. On n'a pas de chiffres précis. Non, les dernières enquêtes, il y a une enquête de Deloitte, je pense, qui ce serait... probablement 60% des travailleurs Uber qui vraiment ne vivent que de ça. Les autres, vous en avez parlé, c'est un revenu complémentaire. Certains sont payeurs taximens aussi. Enfin, voilà. Et donc, c'est pour ces chauffeurs, je pense qu'on va devoir trouver une solution. Il n'est pas question qu'on les retrouve dans la file d'Actiris. Mais maintenant, ça n'est pas aux dépens, effectivement, du statut des travailleurs et aux dépens de la sécurité sociale. Je pense qu'il faut absolument que dans l'ordonnance ici temporaire qui va être prise par le gouvernement, on trouve un équilibre et que Uber doivent s'aligner sur un même statut que les chauffeurs de taxi. On va passer à un autre sujet de mobilité. On va moins parler du gouvernement, mais on va profiter qu'on a une échevine de la mobilité et du stationnement pour parler de ces problèmes de parking. Le plan Good Move prévoit une forte diminution des possibilités de stationnement en surface, notamment l'échevin libéral flamand de Schaerbeek, Quentin Van Den Hove, a signalé qu'il voulait augmenter très fortement la carte de riverains dans la commune de Schaerbeek. Il s'en expliquait cette semaine, c'était dans le face-à-face dans Toujours Plus d'Actu. Alors, pour revenir, le but n'est pas d'avoir quelque chose de cher. Le but est vraiment d'avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Si on prend l'or, par exemple, la demande de l'or augmente, à ce moment-là, le prix augmente. Bientôt, on a Saint-Nicolas, on aura plus de demandes de spéculose, les industriels et les artisans vont créer plus de spéculose. Quand on regarde le parking, on a l'offre et on a la demande qui est supérieure. On délivre 1,2 à 1,3 cartes de stationnement par place. Ça va pas. Ouais, et personne ne crée des parkings. Ça veut dire que le prix n'est pas exact.
le prix n'est pas exact. Est-ce que le prix est exact à Saint-Gilles ? Le prix de la carte de riverain. Si on prend le coût vérité d'une carte de stationnement, on est bien en deçà. On parle de plus ou moins 10 000 euros en termes d'entretien de la voirie, etc. pour l'autorité publique, en termes d'entretien, donc, pour une place de stationnement, donc par an. Hein. Donc vous imaginez de ce que ça représente, le coût d'une carte riverain. Donc chez moi, dans ma commune, c'est 30 euros pour la première carte riverain, c'est 100 euros pour la deuxième voiture. Stationnement, plus vous augmentez à la pièce la valeur de la place de parking. Vous avez déjà fait ce calcul ? Oui, nous avons plus ou moins 9000 cartes riverains pour un peu plus de 8000 places de stationnement. Donc on a un gap de 1000 places, mais ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. En fait, la carte de stationnement ne donne pas droit à une place de stationnement. La carte de stationnement, c'est un droit à pouvoir se parquer, mais ne donne pas droit à une place. Et il ne s'agit pas d'une taxe, mais bien d'une redevance, parce qu'on occupe l'espace public, qui est un bien commun. En fait, c'est une privatisation de l'espace public. 70% de l'espace public à Bruxelles est occupé par les voitures. Donc à un moment donné, en pleine urgence climatique, un bien commun. Moi, dans ma commune, 70% des ménages n'ont pas de voiture. Il est normal qu'on retrouve cet espace public et qu'on puisse diminuer le nombre de places de stationnement et que petit à petit, on incite les gens qui ont vraiment besoin de leur voiture, j'insiste là-dessus, parce que le prix de la place de stationnement favorise aussi le chiffre modal et encourage à prendre d'autres modes de transport moins nocifs pour le climat que la voiture. Le prix de la place de stationnement induit aussi pour les gens de pouvoir aller en stationnement hors voirie. Alors ça, c'est toute la difficulté, parce que certaines communes ont plus de parking hors voirie que d'autres. Et c'est tout l'enjeu du plan Good Move, en fait. On doit arriver pour 2030 à moins 65 000 places de stationnement. Et alors, pour continuer très localement, à Saint-Gilles, c'est combien la carte de riverain ? Donc 30 euros la carte de riverain pour la première voiture, 100 euros pour la deuxième. C'est une des premières choses que j'ai faites en arrivant en début de législature, c'est d'augmenter. On était à 10 euros, ce qui est le minimum de l'ordonnance stationnement. Donc la ministre de la Mobilité, Elke van den Brandt, comme vous le savez, est en train de revoir l'ordonnance stationnement et elle est en train de plancher avec les communes. C'est pour ça que je dis on. On a eu plusieurs ateliers tout récemment de plancher sur le prix de cette carte de stationnement et sur le prix du stationnement aussi aux eurodateurs. Vous trouvez que ça doit augmenter ? Vous êtes assez d'accord avec Oui, tout à fait. La discussion, c'est dans quelle proportion, évidemment. Oui. Ouais. Alors, du côté d'Ixelles, comment ça se passe, Romain Dereux, même si ce n'est pas votre... c'est pas ma compétence directe. Votre compétence, le prix de la carte de stationnement, il est de 15 euros chez nous à Ixelles. Et on est dans la même situation que Saint-Gilles, c'est-à-dire qu'on délivre autant de cartes de stationnement, c'est pas davantage qu'il y a de places disponibles dans l'espace public. Et effectivement, vous l'avez souligné, à chaque réaménagement de l'espace public, pour s'inscrire dans le plan Good Move, dans le respect aussi du règlement régional d'urbanisme, nécessairement, on supprime des places de stationnement. En plus de ça, supprimer des places de stationnement, ça permet d'augmenter la verdurisation des voiries, d'augmenter la qualité de vie, d'augmenter l'espace public accessible pour toutes et tous. L'espace public, c'est le lieu de l'égalité. Donc nous, on est fort attentifs à ça à Ixelles. Et donc c'est vrai que dans nos projets de réaménagement, on observe une diminution des places de stationnement. Et ça, c'est partout ailleurs aussi en région de Bruxelles-Capitale pour le respect du plan Good Move. Et c'est extrêmement important en termes de qualité de l'espace public. Et là, on a parlé du prix de la première carte pour la carte de riverain pour une première voiture, et pour une deuxième, il y a aussi un prix c'est plus cher. élevé. Le prix m'échappe à l'instant, mais il est plus cher, effectivement. Très bien. Paul Germain, là aussi, je fais appel à vous sur la comparaison avec les autres capitales. Il faut vraiment relativiser les prix, parce que 15 euros, c'est un peu la moyenne, je pense, dans les communes bruxelloises. 500 euros à Paris et à Stockholm, devinez, 840 euros. Comme quoi, ne pas utiliser sa voiture, ça coûte également. Peut-être que si c'est tellement cher, il y aura plus de places de stationnement, mais ça empêchera certaines personnes d'utiliser leur voiture aussi. Est-ce que c'est un peu comme le CST avec le vaccin ? Est-ce qu'on n'oblige pas finalement à abandonner la voiture ? Catherine Moranville, c'est ça l'idée générale ? Alors, dans l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a l'idée de favoriser le shift modal, c'est-à-dire au plus vous rendez la voiture accessible, donc au plus vous mettez à disposition des places de stationnement, au moins vous rendez la voiture chère, au plus vous favorisez l'utilisation de la voiture. Or, c'est tout l'inverse qu'on doit faire, surtout dans une région comme la région bruxelloise, qui est engluée dans le trafic, les embouteillages. Et donc, augmenter cette carte de stationnement, diminuer les places de parking, oblige quelque part les personnes j'insiste là-dessus, les personnes qui n'en ont pas besoin parce que ce ne sont pas des personnes à mobilité réduite, qui n'ont pas parfois c'est trop cher.
Donc socialement, ça peut poser un problème aussi. Oui, alors on est dans des catégories plutôt des gens qui en ont besoin pour leur profession, et donc on peut aussi imaginer des dérogations au niveau de ces cartes, au niveau professionnel. Tout dépend si on est indépendant, si on est une grosse entreprise, parce que vous parlez des cartes riverains, mais on a énormément de cartes entreprises aussi dans les communes. C'est d'ailleurs ces cartes entreprises qui rapportent le plus de recettes aux communes par rapport aux cartes riverains. Donc ça fait partie du shift modal. Après, certains prônent d'avoir des catégories sociales, effectivement, dans les cartes. Tout ça est en discussion pour le moment. Donc ça, peut-être on aboutira à ça. Juste dans la réaffectation, parce que Romain Debrume en parlait, la place communale à Saint-Gilles, vous allez la changer aussi. Là aussi, on va diminuer le nombre de stationnements. On en garde un minimum, c'est ça l'idée? Alors, on vide complètement la place Van Menen, donc qui est la place qui se trouve devant l'hôtel de ville de Saint-Gilles des voitures. Pour le moment, c'est un parking à ciel ouvert sur une magnifique place devant un superbe hôtel de ville et qui devrait être une place publique. Donc l'objectif, c'est qu'elle redevienne une place publique comme ça l'était il y a des années de cela. Et donc on garde, mais encore une fois, c'est un compromis. J'ai des partenaires de majorité. Supprimer toutes les places de stationnement. Si ça n'avait tenu qu'à vous. Si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais tout retiré. L'objectif, c'était de retirer au moins les places de stationnement de la place Van Menen pour qu'on puisse la réaménager, qu'elle redevienne un espace public, qu'elle puisse toujours accueillir le marché, etc. Et évidemment, si on avait pu aussi dégager toute la cour d'honneur, donc c'est la partie qui se trouve devant l'hôtel de ville, moi, je pense que c'était l'occasion de faire... Voilà, je pense qu'on doit y aller pas par pas et on doit faire des compromis. On est en politique, c'est aussi c'est comme ça qu'on avance. Et petit à petit, bien, on finira par supprimer au fur et à mesure. On trouvera des compensations ailleurs parce qu'on a aussi une grosse pression des habitants qui habitent le quartier, qui souhaitent garder des places de stationnement. Et de toute façon, on a prévu de garder des places pour les livraisons, pour les personnes à mobilité réduite et toutes les cérémonies de l'hôtel de ville. Juste un petit détail, parce qu'on vient souvent avec ça. En fait, les gens qui se rendent à l'hôtel de ville, parce que c'était ça aussi qu'on nous opposait le plus souvent, c'est mais vous allez empêcher les gens de venir à l'hôtel de ville chercher les papiers. En fait, c'est moins de 16% des gens qui viennent en voiture à l'hôtel de ville. Mais ça permet de relativiser aussi. Romain Debrume, la piétonisation de la chaussée d'Ixelles, c'est un succès Bien sûr, c'est un succès. Pas pour ceux qui ont des PV, parce qu'il y en a eu beaucoup. Oui, pas pour ceux qui ont des PV, mais c'est un succès pour les commerçants d'abord. La chaussée d'Ixelles est devenue récemment la première artère commerçante de Bruxelles. Elle est passée devant la rue Neuve. Alors ça s'explique par d'autres facteurs, mais en tout cas la piétonisation y concourt. La place Fernand Koch est une véritable réussite urbanistique. On a reçu un prix d'urbanisme pour son aménagement et il faut il faut passer par la place Fernand Koch et la chaussée d'Ixelles. En jour de beau temps, comme de mauvais temps. Maintenant, les nuits s'annoncent très tôt, il y a les illuminations de fin d'année, c'est absolument magnifique. Cette place est remplie de monde. On a les fontaines avec les enfants qui courent dedans dès qu'il fait beau. C'est exceptionnel. Cet espace public a été rendu à toutes et tous. Vraiment, j'insiste. Masqué avec des distances. Bien sûr, et on est à l'extérieur, donc en général, ça se passe mieux. Mais en été, c'était splendide comme endroit. C'est effectivement une belle réussite, la place Fernand Koch. Voilà, c'est bien de vous lancer des fleurs. Je vous propose une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celle qui vous inspire en bien ou en mal. On va commencer par Catherine Moranville. Je vous propose tout d'abord Jean Demanet, ex-bourgmestre jasmène mort à 72 ans, ou Éric Zemmour, ex-journaliste candidat gaulien à la présidentielle, Jonas Gerkens, skipper liégeois arrivé 4e à la Transat Jacques Vabre, ou Joséphine Becker, symbole universaliste entré au Panthéon cette semaine. Qui choisissez-vous, Jean, Éric, Jonas ou Joséphine? Joséphine Becker, si vous me demandez... Je vous en prie. Parce que c'est vous qui choisissez. Mais d'abord, c'est un symbole, c'est la première... il y a déjà très peu de femmes au Panthéon, donc voilà, autant... Je trouve que c'est aussi un symbole qu'elle puisse y rentrer. Puis c'est la première femme noire qui rentre au Panthéon. Et puis, au-delà de l'artiste et de la carrière qu'elle a fait, qu'on peut saluer, ça a été aussi une grande résistance qu'on oublie souvent. Et c'est bien, je trouve, que ça a rentré au Panthéon et on ait pu remettre en lumière ça dans l'histoire de Joséphine Becker. Oui, c'est vrai. Elle avait sans doute été un petit peu oubliée des jeunes générations. Et là, tout d'un coup, on a donné un coup de lumière. Et juste au moment où Éric Zemmour annonce sa candidature à la présidentielle, je trouve que le contraste était
voilà, interpellant. J'en propose 4 autres à Romain de Reume. Tout d'abord, le grand Jojo, l'icône de la belgitude disparue à 85 ans. Stephen Sondheim, l'icône de la comédie musicale de Broadway. Ghislaine Maxwell, la compagne de perversité de Jeffrey Epstein en procès. Ou alors Astrid de Belgique, flashée pour excès de vitesse. Qui choisissez-vous, le grand Jojo, Stephen, Ghislaine ou Astrid? Alors, je vais prendre le grand Jojo. Oui. Parce que cette semaine, on a perdu un Bruxellois iconique qui a marqué notre Bruxelles et notre Belgique et notre belgitude. Et donc, je choisis le grand Jojo sans trop de difficultés. Je fais un petit clin d'œil à mon frère qui en est un fan incontournable. Et puis surtout, je rappelle à nos bons souvenirs le bal national. Moi, qu'est-ce que j'ai dansé sur le grand Jojo au bal national? C'est une époque qui semble un peu lointaine et révolue avec toutes les mesures sanitaires qu'on a, mais c'est bien de l'avoir en tête et de garder ce petit esprit nostalgique. Et puis, parce qu'il est décédé, j'en profite pour faire un clin d'œil aussi, si vous me permettez, à Jean de Manet, qu'on a aussi perdu cette semaine, un autre grand bruxellois, bourgmestre de Saint-Josse, et particulièrement investi dans le secteur public et pour la défense du service public, que ce soit l'enseignement, sa commune ou la défense de l'eau comme secteur public. Et je voulais quand même lui lancer un petit clin d'œil. Il était là il y a un an, à peu près jour pour jour, ici dans l'émission Les Experts. C'était sa dernière émission publique qu'il avait réalisée. Et on pense à lui, effectivement, et à tous ses proches surtout. Je vais quand même vous poser une question à tous les deux sur une personne que je n'ai pas mis dans ces 8 personnes, mais dont on a beaucoup parlé, notamment en France, c'est Nicolas Hulot. Donc voilà quelqu'un qui était une icône, très connu, médiatisé, animateur de télévision et de radio, et qui a fait de la politique dans plusieurs partis différents et soutenu par plusieurs partis, mais notamment chez les Verts. Et voilà, où on retrouve plein d'affaires qui ressortent sur des agressions sexuelles, peut-être des viols. Catherine Moranville, est-ce qu'il y a, on dit qu'il y a eu une omerta dans son cas-là, est-ce qu'il y a des omertas en Belgique sur des hommes, notamment dans le monde politique, qui auraient de mauvaises attitudes ou des attitudes qui pourraient être répréhensibles? On connaît tous des rumeurs sur des hommes. Après, on n'a pas public comme ça a été pour Nicolas Hulot, avec des témoignages qui arrivent sur la place publique. Moi, j'ai pour principe de croire, parce qu'on a eu tout un procès aussi sur le tribunal médiatique autour de l'affaire Hulot. Et je pense que par rapport aux femmes qui ont eu le courage de témoigner, même des années après, je pense que la première chose à faire, c'est de dire qu'on les croit. Et comme pour toutes les violences, pour toutes les victimes de violences, c'est important. Après, en Belgique, oui, évidemment, il doit y en avoir. Dans le monde politique, voilà, on sait qu'il y en a, il y a des rumeurs, mais s'il n'y a pas de témoignages qui arrivent, c'est compliqué de les mettre comme ça. Dans le cas de Hulot, moi, une chose qui m'a vraiment surpris, c'est qu'on disait à pas mal de femmes ou de militantes, il ne faut pas rester coincé avec lui dans un ascenseur, dans une pièce. Oui, est-ce qu'on dit ça de certaines personnes? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ne restez pas coincé avec un tel ou un tel. Pour ma part, on a entendu la même chose par Patrick Poivre d'Arvor. Non, moi, belge, personnellement, on ne me l'a jamais dit. Après, oui, certains hommes ont des réputations, voilà, mais on ne m'a jamais prévenu, en tout cas personnellement. Maintenant, j'imagine que ça existe, oui. Okay. Et maintenant, vous dites que s'il y a des témoignages, il faut qu'ils sortent s'il y en a. Oui, après, il faut avoir le courage de le faire. C'est pas facile de témoigner. C'est pas pour rien que ces témoignages sortent parfois des années plus tard. Je pense qu'il y a tout un travail. Et MeToo a contribué largement aussi à cette libération de la parole, et tant mieux. Tout à fait. Romain de Reume. Écoutez, moi, d'abord, j'ai eu le sang glacé quand j'ai regardé le reportage à la TV française sur Nicolas Hulot, l'ensemble des témoignages qui s'additionnent. Vraiment, moi j'ai été extrêmement mal à l'aise, j'avais le sang glacé, j'étais mal à l'aise pour toutes ces femmes qui témoignaient, pas pour Nicolas Hulot en fait, vraiment. Et après il y a la question du tribunal médiatique, de comment ces affaires-là doivent se gérer. Il y a des prescriptions aussi qui existent et qui sont sans doute trop courtes par rapport au travail qui doit être fait pour toutes ces femmes pour avoir le temps. En presse, il n'y a pas de prescription. En justice, il y a des prescriptions. Oui, en justice, je parle du travail de justice. Et donc moi je salue surtout le courage de ces femmes qui prennent à bras le corps leur histoire et qui vont de l'avant avec tout ça. Et pour répondre à la question qui était posée, moi dans mon entourage politique, je n'ai pas du tout de connaissance de situations similaires et heureusement, parce que vraiment ce serait... Moi je suis issu d'une génération politique
tout jeune que je suis, où on a été traumatisé par les affaires de détournement de fonds publics, et puis très rapidement aussi toutes ces affaires-là. Et donc c'est quelque chose qui, moi, dans mon entourage politique, est vraiment très éloigné de nos réalités. Ce serait insupportable. Vraiment, quand on entend ça, je suis désolé, mais oui, bien sûr, c'est insupportable, oui. Sylvie Losberg, vous qui militez au Conseil des femmes, vous connaissez bien ces discussions. Et est-ce que des Belges seraient concernés aussi et que ça ne sort pas? Il n'y a aucune raison que ce système, qui est un système, c'est une structure de société. Hein. La domination des hommes sur les femmes, c'est pas en France ou ailleurs, c'est un système. Alors, ça s'exerce de manière différente, sans doute dans les médias en France, en Belgique et dans la politique. J'avais fait un sondage il y a certainement 10 ans auprès de toutes les femmes mandataires politiques, tout niveau de pouvoir, pour leur demander si elles avaient déjà subi des injures sexuelles ou sexistes. J'ai eu une réponse. Ça montre bien qu'en fait, même la prise de conscience que ce système existe, à des degrés divers, ça demande du temps. Et donc je ne pense pas qu'on est exempt de ça. Hein. C'est comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'arrête pas à la frontière. Je pense qu'on n'est pas exempt de ça. Maintenant, on est un plus petit pays, peut-être que les choses sont moins exacerbées qu'en France, où je rappelle quand même qu'il y a des cultes de personnalité qui sont en fait un des éléments de cette culte de domination. Hulot, le français préféré du pays. En fait, voilà, c'est un peu là aussi que ça se joue. Et alors, sur la question du tribunal médiatique, c'est quand même extraordinaire hein, que ça vient uniquement quand il s'agit de la parole des femmes. Mais quand c'est quelqu'un qui fait une grande corruption ou qui a détourné de l'argent ou un autre scandale, je dirais, qui ne met pas les femmes au cœur du débat, les journalistes font leur travail d'enquête sérieux, et puis après, la justice prend le relais, le cas échéant. Et personne ne dit que c'est un tribunal médiatique. Donc on voit bien que de nouveau là derrière, on ne les croit pas vraiment. Et alors moi je salue bien sûr les femmes qui ont parlé, mais je salue les journalistes qui ont entendu des choses et qui ont dit on va travailler 4 ans, hein, 4 ans pour cette enquête. Hein. Et donc ça, c'est vraiment le travail qu'il y a à faire. Et je pense qu'il faut le faire en Belgique aussi, même si à mon avis, c'est dans des proportions différentes. On va passer aux 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé. On va commencer par Romain Dereume. l'A12 boulevard urbain, bientôt peut-être. Le nucléaire par ici la sortie. L'inflation record depuis 2008. Les salons et les foires qui sont annulés en cascade à cause de mesures sanitaires ou la fin du sexe sur les cartes d'identité. Il ne faudra plus indiquer son sexe. En tout cas, ce ne sera plus indiqué, pour être plus précis. Alors, Romain Dereume, qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous voulez commenter? Alors, moi, je souhaite commenter la fin du sexe sur les cartes d'identité. Et pour dire que ça me ravit, parce que je pense que parmi les discussions qui animent fort les générations les plus jeunes, surtout, et je le vis en tant qu'échevin de l'instruction publique, la question du genre est au centre des préoccupations de la jeunesse et il faut pouvoir progressivement, véritablement intégrer ça dans nos politiques et dans la façon dont on accueille également les citoyens. Alors, c'est une amorce à ces discussions-là. Et là où on divise la population en 2 genres de façon extrêmement binaire. Ici 2 sexes en l'occurrence. Et ici 2 sexes, oui. Mais donc de façon, c'est pour ça que j'emploie moi le mot genre, parce que je vais un cran plus loin. De façon binaire, eh bien, il y a l'amorce maintenant d'une discussion possible ou en tout cas un début de chemin par rapport à ces questions-là. Et ça occupe en fait la jeunesse de plus en plus. Il faut le savoir, il faut le vivre. Dans les écoles secondaires, la question du genre, elle fait partie des discussions des ados, elle fait partie des discussions des jeunes adultes. On a Anouda de Weaver qui est également sortie, donc qui est cette jeune militante pour le climat, qui est également sortie sur les questions de genre et qui ne se reconnaît pas dans la division genrée de la société. Et je pense qu'il faut pouvoir intégrer ça progressivement avec nous. Et c'est extrêmement important d'avancer dans ce chemin-là. Catherine Moranville, une de ces infos qui vous... J'aurais bien choisi la même que Romain, mais l'A12 boulevard urbain, très bonne initiative d'Elke van den Brandt, voilà, qui a pris un peu du plomb dans l'aile avec la sortie de Pascal Smet, pas très fair-play, j'avoue, sur le sujet. Mais sinon... Ça fait beaucoup de tiraillements au sein du gouvernement. Oui, ça se passe mieux dans votre commune?
C'est une majorité PS écolo. Nous, on est nouveau. Le PS est là depuis... c'est une majorité absolue depuis plus de 30 ans. Donc forcément, il y a des frottements. Il faut que chacun s'habitue à l'autre. Alors après, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toute une affaire de compromis et de discussion. Donc certains dossiers peuvent parfois prendre du temps. Chez moi, pour le moment, c'est très fébrile parce que vous savez qu'on est à la veille de la succession, de la désignation du successeur ou de la successeuse de Charles Piquet. Quel est votre préféré ? Ça, je ne vous dirai pas. Un homme ou une femme ? Alors, ce que je trouve très bien, c'est qu'il y ait 3 candidats. Parce qu'un ou une seule candidate, ça n'aurait pas été toujours plus chouette au niveau démocratique qu'il y en ait plus. Après, je suis ravie qu'il y ait 2 femmes dans les 3. Voilà, mais c'est à la section... Ça appartient à la section PS. Vous n'avez pas de préféré ? Si, mais je ne vous le dirai pas. Alors, Romain de Rome, comment ça... J'ai encore quelques mois avec Charles Piquet après, et puis avec mes collègues. Et beaucoup de mois après. Et des compromis encore à faire, donc voilà. On va Très pas se bien, fâcher. on est en commerce du côté de Catherine Moranville. Et du côté de Romain de Rome, comment ça se passe, la majorité, avec un bourgmestre écolo ? Ça se passe très bien. Il n'y a pas de frottement ? Écoutez, non, ça se passe très bien. Il y a une ambiance tout à fait au beau fixe. Nous, on a vécu récemment le départ de Béa Diallo, qui était notre premier échevin, et qui était une personnalité emblématique aussi de la commune d'Ixelles, qui était appelée à des missions ministérielles dans un gouvernement de transition en Guinée. Et je dois dire que... Un gouvernement militaire, vous appelez ça un gouvernement de transition ? Mais en fait, c'est pas un gouvernement militaire, c'est un gouvernement civil qui a été installé suite à un coup d'État, ça c'est vrai. Et il se trouve que c'est un gouvernement de transition pour installer un processus démocratique en Guinée. C'est reconnu par les instances internationales aussi, cet effort-là. Après, nous, on lui souhaite bonne chance et bonne réussite dans le cadre, bien entendu, du respect des valeurs démocratiques et des droits humains. Ça, c'est sans ambiguïté aucune par rapport aux souhaits qu'on a pu lui formuler. Mais je voulais revenir sur la question par rapport à l'entente qu'il y a au sein de notre majorité. Perdre finalement un premier échevin, perdre un chef de file du partenaire de majorité, c'est un événement au sein d'une majorité au niveau local. Et cet événement doit être bien géré d'une part par le parti qui perd son chef de file et d'autre part par le parti avec lequel on gouverne. De notre côté, on a géré ça en 5 jours. En 5 jours, on s'est réorganisé. Donc, j'estime qu'on a atterri rapidement et de façon extrêmement constructive. Je salue tous mes collègues pour ça. Et le partenaire, et j'en termine, qui était extrêmement respectueux de toute la séquence et qui a également permis que la phase d'atterrissage puisse se faire le plus en douceur et que on travaille sur les projets, on est là pour ça. Je comprends votre partenaire, parce que lui, il a gagné un premier échevin, puisque maintenant le premier échevin à Ixelles, c'est une écolo. Et oui, le PS n'a plus le poste de premier échevin. Non, en effet, dans l'ordre d'évolution, vous savez, l'ordre des échevins, de préséance des échevins, est établi au moment où on vote pour l'ensemble du collège. Et donc, en droit, il est normal que l'ordre de dévolution soit modifié dès qu'il y a une démission d'un échevin. Ça arrive, Caroline Désir était échevine à Ixelles. Elle est partie quand elle est devenue députée fédérale, juste avant de devenir ministre de l'Enseignement. Elle a démissionné aussi d'Ixelles. Et en démissionnant d'Ixelles, l'ordre a bougé, chacun a monté d'une place. Ça, c'est quelque chose de tout à fait courant. Moi, ce que je note, c'est que Béa Diallo était premier échevin, et vous ne le serez pas, mais vous êtes chef de file. Oui, voilà, c'est quelque chose de... Mais je vois que vous vivez ça avec beaucoup de philosophie, et c'est très bien. Je pense pas que ce soit là l'essentiel. Mais... Non, certainement pas, mais c'était intéressant de vous entendre tous les deux sur le fonctionnement de vos majorités communales, qui sont les mêmes PS écolo dans les 2 cas. Alors, 3 Codeco en 3 semaines, avec un qui s'est décidé hier, vendredi après-midi, où on a appris que, par exemple, masque des 6 ans et congé d'hiver, congé de Noël, avancé d'1 semaine, pour essayer d'un peu diminuer la pression du Covid. Donc, on durcit les mesures sanitaires sur fond d'hôpitaux débordés, de variants Omicron menaçants et de classes fermées, comme dans cette école ixelloise du Libre, Saint-André et Saint-Philippe. Reportage Valérie Leclerc et Paolo Kuhn. L'école primaire Saint-André à Ixelles, particulièrement vide en ce mercredi matin. Nous croisons Hervé et sa maman. Ils sont venus chercher les livres et les cahiers dont il a besoin pour travailler à la maison. L'école est fermée jusqu'à la semaine prochaine. Pas de quoi l'inquiéter. Moi, je le vis plutôt bien, mais peut-être pour d'autres, c'est moins... Parce qu'il y a des parents sans doute qui sont très occupés. Joëlle, sa maman, est indépendante. Elle va pouvoir s'occuper de lui et l'encadrer dans son travail scolaire.
Il faut quand même une présence bienveillante, soutenante, même si on n'est pas à côté de lui en permanence. Mais donc voilà, on s'adaptera. Institutrice en 5e et 6e primaire, Madame Zayas organise ce matin une permanence. Lorsque la décision est tombée lundi, en fin de journée, tout le monde a été pris de court. Et malheureusement, on n'a pas pu donner aux enfants tout leur matériel scolaire pour poursuivre le travail à domicile. Et donc, on organise une permanence pour que les parents viennent récupérer cahiers, livres. Depuis les vacances de la Toussaint, l'école a fait face à de nombreuses contaminations. Avec les nouvelles règles entrées en vigueur lundi, de fermer une classe à partir de 3 élèves positifs au Covid, les fermetures se sont multipliées. Quand nous avons dû fermer 4 classes dans la journée de lundi, le total faisait quand même un peu beaucoup. Ça faisait 9 classes fermées. La décision a été prise de fermer donc toute la section primaire. La décision de fermer une classe se prend rapidement avec le service promotion de la santé d'Ixelles. Ici, vu le cas particulier, la COCOM a décidé de fermer toute l'école jusqu'au 9 décembre inclus. Certains élèves et professeurs pourraient cependant revenir plus vite. Si ils ont un test négatif au 7e jour, c'est-à-dire le jour de Saint-Nicolas, le 6 décembre, eh bien donc ils peuvent revenir ici à l'école à partir du 7. Comme partout, en ces temps de Covid, ici à Saint-André, on s'adapte à la situation, même si l'on regrette que certaines informations manquent de clarté ou arrivent un peu tard. Voilà, donc ça c'était la problématique au niveau des classes qu'on ferme. On continuera à fermer des classes, en tout cas peut-être jusqu'au 20 décembre, parce que là, à ce moment-là, on sera vraiment en vacances. Mais vous êtes échevin de l'instruction publique, Romain de Reume. Tous ces changements de Codeco en Codeco, ça doit être compliqué à organiser dans l'enseignement communal. Oui, ça l'est. Et dans l'enseignement communal et dans tous les types d'enseignement, franchement, c'est extrêmement compliqué. Quand les règles ne sont pas stables, on s'est déjà exprimé à plusieurs reprises pour avoir... pour la facilité de notre organisation, les règles les plus stables possibles et sur le plus long terme possible. Alors on comprend également que la gestion de cette épidémie et l'épidémie elle-même fait fi de la stabilité des règles et vient systématiquement tout chambouler. Mais pour les équipes sur le terrain, c'est extrêmement compliqué. Et je tiens ici, puisque j'en ai l'occasion, à saluer le travail qui est réalisé par les équipes de direction, par les enseignants et par le service promotion de la santé à l'école. On vient de l'entendre dans votre reportage. Ce sont eux qui sont intervenus également dans les écoles du libre. Ça fait partie de leur responsabilité. Mais depuis le début de la crise sanitaire, depuis mars 2020, on avait tout fermé. Et puis, dans nos écoles, on a dit on va ouvrir pour accueillir les enfants du personnel soignant. Le personnel soignant devait être dans les hôpitaux. Pas de télétravail possible, ils devaient être au chevet des malades. Il faut quelqu'un qui s'occupe de leurs enfants. On a ouvert nos écoles pour s'occuper de leurs enfants. Ça leur a permis de se libérer pour soigner nos malades. Et qui a fait ça? Les enseignants. Sur base volontaire, ils étaient sinon, l'école était fermée à la maison. Ils sont venus porter par l'effort nécessaire qu'ils devaient apporter à la crise sanitaire. Romain de Reume, une semaine de congé en plus, c'est une mauvaise nouvelle pour les écoles ou c'est plutôt ce qu'il y a de moins pire? Bon, la période est difficile, là, il y a une reprise de l'épidémie. Je comprends qu'il faille, comme on l'a fait précédemment, allonger les vacances scolaires. Ça ne me semble pas fou comme mesure. C'est plutôt une bonne solution. Et c'était attendu quelque part. Mais j'insiste, sur le terrain, il y a un travail remarquable qui est fait par les équipes éducatives et à un moment donné, tout le monde était aligné pour dire les écoles doivent être la priorité. Et aujourd'hui, j'entends aussi que le message est un peu modifié, en tout cas n'est plus porté de façon aussi unanime. Je dis attention, ce sont les enfants, ce sont les aides les plus fragiles de la société, pas par rapport au Covid, mais de manière générale, ce sont les aides les plus fragiles et ce sont ceux qui vont construire la société de demain. Il faut avoir égard à leur bonne croissance et à leur bien-être, c'est extrêmement important. Catherine Moranville, d'accord là-dessus? Vous trouvez qu'il aurait fallu peut-être plus aller vers l'ORECA ou d'autres secteurs qui auraient dû un peu diminuer leur activité? Oui, toutes les écoles. L'exercice est compliqué parce qu'on n'a pas encore toutes les infos du Codeco, mais si j'ai bien compris, l'ORECA peut continuer à fonctionner jusqu'à 23h. Et ici, on a de fermeture d'école une semaine avant les vacances de Noël. Je crois que c'est la moins pire des mesures pour l'école. Je suis juste étonnée que l'ORECA ne soit pas concerné aussi. Et là, je rejoins tout à fait Romain de Reume. C'est effectivement très compliqué dans les écoles, je le vois bien, et dans les crèches aussi dans ma commune. Mes collègues de l'enseignement et de la petite enfance en ont encore témoigné hier pendant le collège. On a des crèches fermées, plein de classes dans les écoles communales qui sont fermées aussi. C'est compliqué. Néanmoins, l'enseignement doit rester la priorité. Et laisser les écoles ouvertes, pour moi,
c'était la priorité. Alors ici, une semaine avant, voilà, c'est mieux que d'avoir les écoles fermées pendant 15 jours ou 3 semaines. N'empêche, les enfants, risquent d'avoir des lacunes en apprentissage, etc. On rigolait tout à l'heure en évoquant, mais les étudiants vont devoir avoir leurs cours en visio à la maison, mais ils vont pouvoir aller faire les TD. Voilà, c'est un peu ça aussi. Je trouve la balance entre les deux. Oui. Paul Germain, quand on regarde un peu tous les pays en Europe, on se voit que tous les gouvernements sont critiqués. Apparemment, tous les gouvernements se débrouillent mal face au Covid. Ils se débrouillent mal. On voit qu'il y a aussi des cafouillages, des revirements. Le plus grand revirement cette semaine, c'était l'Allemagne. Angela Merkel qui annonçait au mois de juillet dernier « jamais on imposera la vaccination obligatoire ». Et puis là, il y a 2 jours à peine, elle a décidé, avec Olaf Scholz qui va lui succéder la semaine prochaine, elle a décidé d'imposer à partir de février au mars de l'année prochaine la vaccination obligatoire. C'est le vrai débat qui traverse tous les pays européens aujourd'hui. Est-ce qu'il faut imposer la vaccination obligatoire ou non ? Là, on voit effectivement que ça a commencé par l'Autriche et maintenant c'est l'Allemagne. Par l'Autriche, maintenant l'Allemagne, et l'Allemagne risque peut-être d'influencer d'autres pays. En tout cas, ce débat, il traverse les 27, et il faut rappeler qu'Ursula von der Leyen, cette semaine également, a déclaré qu'à titre personnel, en tout cas, elle était favorable à la vaccination obligatoire et que les 27 devraient en discuter. Cela dit, elle ne peut rien décider, puisqu'on l'a dit, la Commission européenne, ce sont les États qui ont la prérogative sur le secteur de la santé. Sylvie Losberg. Oui, alors je ne vais pas parler du vaccin, mais par rapport aux écoles, je me demande si on a mis en place les infrastructures nécessaires pour qu'il y ait un air qui est revivifié dans les classes. Maintenant, il faut, de toute façon. Oui, il faut, mais comment est-ce qu'on va faire ça ? Qui va payer ces infrastructures ? Et depuis le temps que ça dure, ce Covid, je trouve quand même que là, parce qu'on parle du vaccin, mais on sait très bien que le masque, c'est pour éviter la dispersion par gouttelettes. Et donc, si on a des installations qui sont performantes pour que les classes soient aérées avec un air qui est décontaminé, je pense qu'on arrivera à laisser des classes ouvertes. Mais je n'ai rien entendu sur un programme généralisé pour que toutes les écoles aient droit à une infrastructure qui assainit C'est vrai qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a tardé là-dessus. Dans la commune d'Ixelles, par exemple, est-ce qu'il est prévu quelque chose ? Mais donc ici, on a tardé, je ne sais pas sur quoi on a tardé finalement, parce qu'il y a un protocole. On a dit que ce n'était pas nécessaire de ventiler les classes d'école. C'est ce que la ministre a dit il y a quelques mois. Il y a un protocole de ventilation qui est en vigueur depuis de nombreux mois. D'ouvrir les fenêtres, vous voulez dire. Oui, mais donc ça, c'est le protocole de ventilation. Oui. Il faut que l'air soit renouvelé. En plein hiver. Non, allez, oui, bien sûr. Il y a quand même moyen d'investir dans des appareils qui assainissent les locaux. Est-ce que c'est possible dans une commune ? Prenons le cas de la commune. Alors, en fait, on va additionner le nombre de locaux. Oui. Et après avoir additionné le nombre de locaux qui sont concernés par des utilisations massives, que ce soit des locaux scolaires, des locaux de bureaux, des locaux culturels, eh bien, on va faire le compte au niveau de la commune d'Ixelles, on peut le faire, ça a été fait pour les détecteurs de CO2, puisqu'ils nous ont été imposés que très récemment, finalement, ces détecteurs de CO2. Avant ça, ils n'étaient pas imposés. Il y a eu des initiatives, notamment à l'initiative de Alain Marron. Il y a eu une distribution, on a reçu un détecteur de CO2 par école. Donc, on a pu faire les tests et on ouvrira la fenêtre et tout de suite, le niveau de CO2 baisse. Donc, c'est la mesure, en fait, la plus efficace, ouvrir la fenêtre. Alors, c'est vrai qu'en hiver, c'est extrêmement compliqué. Et les enfants, c'est pour ça que tout à l'heure, je revenais sur le travail des enseignants et les enfants et la cohérence du message par rapport au caractère prioritaire pour moi de l'enseignement. Aujourd'hui, et depuis maintenant de nombreuses semaines, ils apprennent avec les fenêtres ouvertes pour assurer que le CO2 n'augmente pas. Parfois même dans certaines écoles sans chauffage. Parce qu'il y a des problèmes de chauffage dans pas mal ou alors il y a des pannes de chaudière. Notamment à Saint-Gilles. Donc, mais c'est des choses qui arrivent, on le voit tous les jours. Et donc ça nécessite un plan d'investissement massif pour les bâtiments scolaires, que ce soit pour les équipements de ventilation ou pour la rénovation globale des bâtiments scolaires. On s'est engagé là-dedans à Ixelles, mais très vite on chiffre aussi les millions qu'il y a derrière pour pouvoir remettre à neuf nos bâtiments scolaires. C'est extrêmement important. Et le ministre Frédéric Dardenne s'est employé, et on a l'occasion de lire dans la presse à de nombreuses reprises aussi le plan d'investissement qu'il développe pour les bâtiments scolaires. Ça doit être la priorité à tous les niveaux. On en reparlera. Je propose quand même de parler des problématiques d'accueil des sans-abri. Les centres d'accueil sont débordés. Là, l'hiver est donc
là est bien là, on l'a vu cette semaine. On est confronté à des familles qui dorment sur le trottoir. La problématique du sans-abrisme à Bruxelles est compliquée, se complique avec la présence en plus de migrants qui sont en attente d'asile, qui sont des centaines devant le petit château à dormir à la Belle Étoile en attendant un hypothétique rendez-vous chez Fait d'Asile. Alors, je voudrais savoir, vous avez beaucoup suivi les dossiers de sans-abrisme, Catherine Moranville. On a l'impression que la situation s'empire à Bruxelles. Elle était déjà grave, elle est de plus en plus grave. Est-ce qu'on est dans un cercle vicieux? Comment sortir de cette situation? Elle est de plus en plus grave actuellement parce que le fédéral, et ici je vise surtout Sami Madi, le secrétaire d'État à l'asile et aux migrants, se dédouane complètement de ses responsabilités sur la région bruxelloise. En fait, la région bruxelloise est occupée maintenant à devoir reloger et s'occuper des personnes sans papier que le fédéral a complètement laissé en jachère sur le territoire de la région bruxelloise. Et donc, pour le moment, la région bruxelloise et le ministre Marron a mis des moyens incroyables. On a plus que doublé le nombre les subsides pour tout ce qui est politique sans-abri, donc que ce soit les maisons d'accueil, le travail en rue, etc. On n'a plus de plan hiver, en fait, à Bruxelles. Maintenant, c'est un accueil qui se fait toute l'année. On est enfin sorti de la politique du thermomètre pour arriver à une vraie politique d'insertion des sans-abri. Et toute cette politique est mise à mal par cet afflux maintenant de sans-papiers qui ne sont pas pris en charge par le fédéral. Alors, Sami Madi promet qu'il y a des places qui vont s'ouvrir. Pour le moment, il n'y a toujours rien qui vient. Pour le moment, 2/3 des places d'urgence à Bruxelles sont occupées, en fait, par les demandeurs d'asile parce qu'ils ne trouvent plus de place dans les centres d'accueil. Vous voyez les files qu'on a au Petit Château qui sont indignes d'un État comme la Belgique. Franchement, ça ne va pas. La région bruxelloise et le ministre Vervoort, notamment, ont écrit au fédéral et ont, pour le moment, une fin de non-recevoir. Ils mettent les sans-papiers dans la catégorie sans-abri en disant débrouillez-vous avec ça. Ça ne va pas. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'alerter les partis du gouvernement? Je pense que Écolo et PS y sont. Chez nous, Écolo a interpellé le secrétaire d'État, Sami Madi, qui refuse d'ouvrir des places pour le moment en région bruxelloise. Donc, on est bloqué. Henri IV disait Paris vaut une messe, valait bien une messe. Est-ce que ici, dans ce cas-ci, est-ce que ça ne vaut pas une crise? La crise des sans-papiers au béguinage, on était proche d'une crise, et ici, le Petit Château n'en vaut pas une? Ah, mais je pense qu'on va aboutir. Enfin, si ça ne bouge pas, là, oui, parce que c'est pas. En plus, c'est des sans-papiers qui arrivent parce que pour le moment, l'accueil ne se fait pas. Sami Madi a été condamné par le tribunal du travail à Bruxelles. Il y a eu plein de condamnations parce que pour le moment, il ne remplit pas sa compétence d'accueil. Mais j'ai perdu le fil de mon idée. Alors, on va demander à Romain Debreu de réagir là-dessus, parce que sinon, on a l'impression qu'il n'y a que vous qui pouvez réagir, mais ce n'est pas vrai. Le PS est aussi au gouvernement fédéral. Alors que fait le PS pour trouver une solution à cela? Parce que ça existe quand même depuis plus de 15 jours, cette situation, donc ce n'est pas si nouveau que ça. Écoutez, moi je vais rejoindre les propos de Catherine. La responsabilité, à ce stade-ci, elle est dans le chef du secrétaire d'État à l'asile et la migration, Sami Madi, et lui doit prendre ses responsabilités et assurer que toutes les personnes qu'on voit sur les images ici, je ne sais pas si les téléspectateurs les voient ces images, mais des centaines de personnes qui attendent comme ça en rue et qui dorment pour ne pas perdre leur place dans une file pour pouvoir obtenir un seul droit, celui de demander l'asile, c'est simplement ça. Eh bien que ces personnes puissent être accueillies dans des conditions décentes qui respectent la dignité humaine. Le mot dignité a également été employé, c'est extrêmement important, et de pouvoir conférer cette dignité humaine aux demandeurs d'asile et aux personnes qui attendent maintenant de pouvoir revendiquer ce droit-là. Sylvie Dosberg, là-dessus? Oui, la Belgique, quand même, quand on voit ça, on est honteux. Il y a d'autres pays où c'est pire, je suis d'accord. Mais quand on a un parti qui se dit social-démocrate au gouvernement, dont le secrétaire d'État met en place un système d'abandon. C'est le CDNV, hein? Oui, ils sont sociodémocrates, le CDNV. Voilà, c'est des démocrates avec une branche sociale. Donc des démocrates sociaux. Si vous voulez. Mais ça n'empêche, je veux dire, c'est un parti qui avait quand même dans son ADN, même si je suis opposée à beaucoup de leurs prises de position, une dimension sociale. Et aujourd'hui, on en est là. Enfin, je trouve qu'on est vraiment devant un abandon des personnes et
qui est en fait, je dirais, programmé. On a eu le pacte de Marrakech, là, le gouvernement qui a sauté. Et maintenant ceci. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toute une frange de la classe politique en Belgique qui se range derrière le refus de l'accueil de personnes en situation de vulnérabilité ou en demande d'asile. Et ça, c'est quand même grave. On ne devrait pas installer le petit château à Anvers? Est-ce que ça fonctionnerait pas mieux? Oui. Paul Germain, une vision peut-être un peu plus large. D'abord, on se demande parfois pourquoi il y a tant de demandeurs d'asile qui veulent aller en Grande-Bretagne. Mais c'est une des raisons, c'est qu'ils sont mal accueillis dans plusieurs pays européens. Je ne parle pas que de la Belgique. Mais c'est vrai que les migrants sont en train de grossir maintenant le nombre de sans-abri dans des pays comme la Belgique. À Bruxelles, ils sont 5000 à peu près. Mais vous savez qu'au niveau européen, on parle de 700 000 personnes qui dorment chaque nuit dans la rue ou dans des hébergements provisoires. Et le sans-abrisme, c'est en fait la pointe immergée de l'iceberg, parce que derrière le sans-abrisme, il y a également tous les pauvres. Et là, au niveau européen, on estime qu'il y a 100 millions de citoyens européens qui sont soit pauvres, soit qui risquent de basculer dans la pauvreté. À Bruxelles, par exemple, on estime qu'il y a 30 à 35% de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. D'ailleurs, on peut conseiller à un téléspectateur qui nous suivent de regarder demain Station Europe, dès midi. Avec Ariane Derrix notamment, qui est la directrice d'un centre à Bruxelles qui s'occupe de l'îlot. Et un député européen aussi. Et un député européen, Mounir Satouri, qui est un député vert français. Oui, un dernier mot. Oui, sur l'îlot. Parce que l'îlot vient d'ouvrir pour la première fois un centre d'accueil pour femmes sans domicile. Et c'est vraiment très important parce qu'on a de nombreuses femmes qui, l'âge venant et ayant perdu finalement des repères socio-économiques, se retrouvent à la rue. Et donc je salue vraiment cette initiative qui était indispensable. Ils sont en réflexion pour en ouvrir un, en fait, c'est pas encore... c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans... Oui, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, on va passer à nos coups de cœur. On en reparlera. Oui, j'avais perdu le fil, je voulais vous dire. Paul voulait nous parler d'une activité militante dont on va voir quelques images. Alors ce sont des enfants, des mômes en colère contre la pub. En fait, c'est une campagne anti-pub à Bruxelles en particulier. C'est mené par un groupement d'activistes bruxellois contre la publicité. Là, vous voyez, ce sont des enfants. Il y a quand même des adultes qui participent à la vidéo, mais il est bien précisé qu'aucun adulte n'a été maltraité durant le tournage. Voilà déjà une bonne nouvelle. Voilà. Sylvie voulait parler d'un livre très rapidement, il reste que quelques secondes. Sylvie. D'accord, donc c'est Les Croisés de la contre-révolution. Comment tous ceux qui sont opposés aux droits des femmes, aux droits des LGBT et à une société qui peut partager des options différentes se sont mis ensemble pour contrer finalement l'universalisme et les droits de l'homme en Europe. Et c'est vraiment un petit livre qui est très bien écrit et qui nous donne à la fois les origines de ce courant, comment ça s'exerce aujourd'hui, dans quel pays, et puis comment on pourrait en sortir grâce à un travail, notamment de sensibilisation. François Fink, Les Croisés de la contre-révolution. Et vous avez apporté un exemplaire de ce livre pour chacun des invités. Ils repartiront avec le livre. Alors, bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des Experts.